Écoutez, de quelle manière, là on n'est pas dans le corps à corps, mais on a les deux armées qui sont face à face dans la région de Pokrovsk. On va en venir maintenant à ce point où visiblement encore on se bat autour de cette ville, petite ville, mais qui est un nœud si important. Regardez de quelle manière les Ukrainiens vendent, chaque armée vend ses tranchées. On a vu des images de tranchées, en général sont toujours flambant neuves, vendent en l'occurrence leurs tranchées, et il est vrai qu'ils résistent pour l'instant très bien. Il y a 2 mois qu'on nous dit qu'il va tomber demain. Exactement, malgré la puissance de l'armée. Mois après mois, ils tiennent Pokrovsk. Voici nos tranchées terminées. Tout est en place. Allez, Koïta, sauve-toi. Te fais pas filmer. Il nous reste plus qu'à nettoyer le sol et à répandre des graviers sur les côtés. Voici à quoi les tranchées ressemblent. Ici, c'est plus sombre, mais là, c'est plus lumineux. Je vais continuer à avancer. Il y a peut-être d'autres combats quelque part devant. Non, il n'y a pas de combat. C'est ce que nous avons fait ici en un mois. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà. C'est une démonstration, c'est une tranchée très construite. C'est une tranchée modèle, à mon avis, comme il en existe assez peu quand même, parce que c'est couvert, etc. Alors là, ça doit être exclusivement pour la protection. On ne voit pas par où il tire. Visiblement, on ne met pas la tête à l'extérieur. Mais ce qu'on voit, il y a des bastion walls. C'est avec ça qu'on construisait les camps en Afghanistan, notamment. Moi, quand j'y étais, on était protégés par des espèces de camps de Baba Orom. Donc c'est du treillis de fil de fer rempli de terre au milieu, avec des grands sacs, etc. Et donc on construit les camps comme ça. Et là, visiblement, c'est ce qu'il y a. Puis, vous voyez, la boue, là, il n'y a pas de boue. Le sol est soigneusement... Enfin, c'est de la tranchée modèle. À mon avis, c'est un petit peu de propagande, quand même. Je ne pense pas que les soldats soient équipés de tranchées de cette qualité. Mais pourquoi ils montrent ça ? C'est qu'on a eu 3 mois là, de combats absolument terribles, dont on vous a parlé quasiment tout le temps, autour de 2 villages, Novosielska et Kromorié, qui sont dont les Russes ont toujours dit qu'ils disaient qu'ils les prenaient, qu'ils allaient tomber, où les Ukrainiens ont fait un effort absolument incroyable pour les garder aussi longtemps possible. Pourquoi ils les ont gardés aussi longtemps ? C'est parce qu'ils voulaient avoir le temps de creuser ces défenses sur Pokrovsk, parce que Pokrovsk, c'est vraiment le bastion qui garde en hauteur la capacité d'ouverture à l'est et au nord sur Kramatorsk. Expliquez bien ça, parce que franchement, pourquoi cette ville, je n'ai pas la statistique, mais c'est une petite ville, c'est quoi, 20 000 habitants, ça doit être de cet ordre-là, on va vérifier tout de suite, mais c'est une petite ville. Pourquoi est-ce qu'elle a un tel enjeu militaire ? Parce qu'après Avdiivka, qui a été le verrou de toute face à Donetsk, le deuxième verrou derrière. 60 000 habitants, me dit Aurélien Mel, notre chef d'édition qui a l'instant. C'est quand même une petite ville. Quoi. Non, mais en fait, c'est même pas le sujet. Il y a 2 sujets sur Pokrovsk. C'est un endroit où il y a quand même une production d'acier qui est importante et de charbon importante pour la fabrication des munitions ukrainiennes. Et donc, toute l'industrie sidérurgique est très dépendante ukrainienne. Et donc, la base industrielle et de défense ukrainienne est assez dépendante de la capacité de Pokrovsk à tenir et à produire. S'ils perdent ça va être embêtant. Déjà, pendant un temps, il a fallu ralentir la production. La deuxième chose, c'est que encore une fois, c'est un nœud. Après, si vous montez au nord, vous avez Kramatorsk qui est vraiment le point fort dans le Donbass, et si vous allez à l'est, à l'ouest, vers l'ouest, vous allez arriver sur Zaporijjia. Donc vous voyez bien que c'est un endroit qui est un peu un carrefour sur une hauteur, plus facile à défendre que le reste, que les Ukrainiens ne doivent pas perdre, sinon ils vont être obligés de refaire un bond en arrière comme après Avdiivka. Donc là, ils mettent un effort absolument important pour freiner et empêcher les Russes d'aborder cette ville. Il y a aussi une dimension certainement psychologique, dans le sens où Pokrovsk, ça a été un hub humanitaire pour tous les déplacés du Donbass. Donc toutes ces personnes-là, et on l'entend souvent dans les témoignages, c'est-à-dire des personnes qui en ont assez de la guerre, donc ça sert aussi leur discours de propagande, d'avoir donc ces déplacés du Donbass qui se sont remis du côté de Pokrovsk, certains étaient du côté de Avdiivka, sont revenus du côté de Pokrovsk, et qui vivent à nouveau ce pilonnage permanent des Russes, parce que les Russes, même avec les drones, tapent sur des voitures civiles, tapent sur des convois militaires. Le peu de personnes qui restent, ce sont des personnes âgées qui n'ont pas voulu quitter la ville de Pokrovsk, notamment pour des raisons personnelles. Mais il y a vraiment une volonté d'abattre le mental des Ukrainiens, et ça, c'est une tactique qu'on a vue depuis le début de la guerre du côté russe.
Moi, je crois aussi qu'il y a un effet d'opportunité parce qu'ils ont attaqué sur plusieurs axes. Il y a Tchassiviar, un petit peu au nord. Et puis, on se rappelle qu'en octobre, ils ont pris Voledar au sud. Alors, je ne sais pas si on peut revoir la carte où on voit cette espèce de saillant russe qui avance au sud de Potrovsk. Voilà. Et donc, vous voyez, ce saillant, en fait, c'est la prise de Voledar. Après, on remonte sur Kourakovo. Et donc, il y a cette espèce d'opportunité, effectivement, d'essayer d'encercler Potrovsk. C'est là où ça a mieux marché. Tchassiviar, on se souvient qu'il l'assiège depuis plusieurs mois. Ils n'ont toujours pas arrivé à le prendre. On disait que Tchassiviar avait à tomber il y a 4 mois. Hein. Donc, voilà. Et c'est la preuve que, un peu comme à Bakhmout, tant que c'est pas tombé, il ne faut pas dire que c'est tombé. Écoutez ce que dit le commandement, ou lisons plutôt ce que dit le commandement ukrainien. L'utilisation des drones et de tout ce que les Russes ont est concentré dans la zone de la ville de Pokrovsk. Il n'y a pas de combat urbain dans la ville. Oui. Les Russes n'ont pas atteint les limites de la ville, mais ils essaient de la prendre via les localités voisines afin de la contourner. Surtout au sud. Surtout au sud, en fait. C'est Voledar et on remonte vers le nord, en fait. C'est Kourakovier, c'est cette fameuse petite bourgade qui est protégée au nord par un lac et qui est attaquée, que les Russes essayent d'encercler, de contourner pour pouvoir ensuite déborder Pokrovsk. Comment ça se passe cet affrontement? On voyait tout à l'heure cette séquence inouïe de l'affrontement vraiment de corps à corps. On va entendre Lucci, et là encore, s'il vous plaît, Xavier Titelman, avant de nous quitter, dites un mot de ça, parce que ce sont des combattants que vous connaissez personnellement, des combattants français qui combattent en Ukraine. Il décrit exactement, de manière tout à fait saisissante, c'est sur LCI, de quelle façon les Russes envoient des premières vagues et des deuxièmes vagues très différentes de soldats face à eux. Avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a, vous le dites, on a moins en moins de matériel. Après, il faut dire surtout qu'on n'engage pas notre matériel. Ils ont la même chose que ce que nous, on engage contre eux. Du fait qu'on ait moins de matériel, on préserve notre matériel. Donc, on ne va pas l'engager. On ne va pas faire des assauts comme eux, ils le font. C'est leurs assauts stupides où on va tout simplement piloter nos drones et on va détruire le matériel comme on détruit l'infanterie. C'est des vagues qui sont tous les jours et qui sont assez impressionnantes. Voilà, ces vagues de soldats, première vague qu'ils envoient, quitte à perdre plein d'hommes, mais ils envoient une vague. Ils le font toujours, notamment là dans cette région. En plus, Lucie, il a une double fonction. Il est pilote de drone d'observation, c'est-à-dire qu'il va voir arriver à l'avance les assauts russes, qu'il peut les identifier à peu près une demi-heure avant que les Russes lancent réellement leurs assauts. Et il est aussi pilote de drone kamikaze FPV, c'est-à-dire qu'il a vraiment les deux fonctions en fonction des moments. Et lui, il fait partie de la 47e brigade mécanisée qui est très réputée et qui est engagée effectivement dans Koursk. Et tous les témoignages qu'on a sur la zone sont les mêmes. Les Russes envoient entre 20 et 40 soldats toutes les heures, toutes les 2 heures, jusqu'à ce que les Ukrainiens n'aient plus de drones kamikazes. Donc réellement, ils sont prêts à perdre, et réellement, c'est des chiffres, entre 150 et 200 hommes pour juste accéder à la tranchée suivante, dans lequel j'ai un témoignage direct, dans lequel il y avait 12 combattants, et 12 combattants ont tué quasiment 150 Russes avant de devoir reculer dans la tranchée suivante, simplement parce qu'ils n'avaient plus de munitions pour continuer à se défendre. Alors il y a d'autres types de drones qui sont utilisables, mais c'est vrai que quand il y a 300 drones FPV qui ont été tirés sur une portion du front qui fait moins de 500 mètres de large, et ben vous n'avez plus le flux qui permet d'empêcher les Russes de continuer à accéder. Parce que quand vous êtes que 12 dans votre tranchée et que vous avez 60 Russes qui vous tombent dessus au même moment, au début, c'est les Nord-Coréens, puis ensuite, c'est les Russes. Et bien, forcément, vous n'êtes pas capable de résister à un flux qui est aussi intense et aussi continu. Merci beaucoup, Xavier Titelman. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens, le fait que les Russes soient prêts à perdre tant d'hommes? Évidemment, on est tellement loin dans nos armées, ici en Europe de l'Ouest, la mort d'un soldat, et c'est compréhensible, c'est un événement. Eux en perdent par vague. Je crois que c'est plus de 100 hommes au kilomètre carré. Donc imaginez qu'il y a 400 000, il en reste 400 000 kilomètres à prendre, je crois, carré à peu près, ou 450 000 pour avoir la totalité de l'Ukraine. Imaginez, ça fait 40 millions de soldats, quoi. Donc, je veux dire, ce sont des pertes qui ne pourront pas souffrir longtemps. Et d'ailleurs, il le sait, Poutine, on dirait qu'il engage toutes ses forces dans la bataille pour essayer de porter la décision maintenant, mais compte tenu, il mobilise pas sa population. Il y a 140 millions d'habitants, il pourrait avoir 10 millions de soldats. Il ne le fait pas. Donc ça va forcément lui poser des problèmes tôt ou tard. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui. La preuve en est les soldats nord-coréens. Mais maintenant, sur le plan tactique, micro-tactique et immédiat, ça a des effets forcément. Voilà. Donc,
Ça a été très très bien expliqué. Mais effectivement, quand on entend Xavier Titelman, on comprend pourquoi Vladimir Poutine ne fait pas de mobilisation générale. Parce que si nous, on a ces informations-là, on imagine que les Russes doivent les avoir aussi. Et enfin, c'est monstrueux ce qui se passe. Donc, en gros, on envoie des hommes comme cible vivante pour épuiser les munitions du camp ennemi. Quoi. Là où une armée normale enverrait des leurs, là ils envoient des soldats jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions en face. Donc je pense que si effectivement cette stratégie-là est généralisée, l'acceptabilité de la guerre dans la population russe, elle ne va pas durer longtemps. Et avant, ils pouvaient le faire avec Wagner, ils disaient qu'ils étaient juste détachés de ça. Maintenant que voilà, ils font leur recrutement avec d'autres milices et puis ils envoient ça comme de la chair à canon. C'est pour ça qu'ils ont deux armées, attention, toujours. Ils ont cette armée-là effectivement qui est un peu sacrifiée pour affaiblir les défenses, parce que c'est comme en localité, c'est-à-dire que en fait, vous voyez bien dans le circuit de course, encore une fois, les témoignages, quand on écoute bien les témoignages qu'on a, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment importants de les avoir, les témoignages de terrain. Lucci nous expliquait en deux choses. Un, d'abord qu'ils avaient enlevé leurs équipements lourds pour les protéger, et que donc ils avaient laissé leur infanterie devant en petit nombre, des petits groupes de 10, qui étaient face à des vagues russes qui arrivaient, et il disait bien que l'ensemble, que pour se retirer, pour y aller, c'était en permanence sous le feu. Donc vous pensez bien que la logistique, c'est exactement comme le combat en localité de ce point de vue-là. Faire venir des munitions et enlever les blessés ou faire des rotations, c'est extrêmement dangereux parce que ça se fait sous le feu. Donc vous voyez bien que le fait d'user les munitions ou les tubes ou les canons des fusils ou des mitrailleuses qui chauffent par des vagues successives font que finalement on emporte des positions certes tactiques par ce simple fait mécanique. Chaque camp essaye de briser le moral de l'autre. Regardez, les Russes ont frappé depuis 2 jours fortement l'Ukraine, jusqu'à Kiev, mais aussi beaucoup les infrastructures énergétiques, et ils le mettent en scène. Regardez cette séquence. Vous vous êtes mal comportés. Venez nous voir et nous vous préparerons à partir. Bonne année. Новым годом! Поехали! Выстрел! Canon. Voilà, ça se fait dans toutes les guerres. On a vu sur d'autres images, ils écrivent sur les obus, comme ça se fait dans toutes les guerres d'une armée contre l'autre. En fait, ce que vous voyez, c'est un canon de 152 en automoteur, sur lequel le gars, avec son bonnet de Père Noël, met un obus. Et sur son téléphone, quand ça tombe à l'heure de 0, minuit, le 31 janvier, il crie « Snovim Gadom », c'est « bonne année », et il tire. Voilà, c'est la blague. Et là, il y a écrit, c'est ça, « Snovim Gadom », voilà. Ils ont écrit « bonne année » sur les missiles. Ce qu'on voit, c'est que dans cette guerre d'attrition qu'on croyait perdue d'avance par les Ukrainiens, ça n'est pas du tout joué. Et c'est vrai que 2025 est plutôt de meilleur augure pour les Ukrainiens. Ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'un dictateur n'a pas tous les pouvoirs. Il craint malgré tout sa population et Vladimir Poutine pourrait mobiliser l'ensemble de la population russe. Il ne le fait pas parce qu'il sait qu'il a aussi un équilibre à respecter, d'où le recours aux Nord-Coréens. Avec dans les deux cas des opinions, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de désertion côté ukrainien, 50 000 déserteurs, ce qui est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme, mais il y a aussi parallèlement une résilience exceptionnelle de la part des Ukrainiens qui est reboostée, d'où l'importance aussi de tenir la ville de Pokrovsk, parce que c'est important pour le moral des Ukrainiens, et d'où aussi l'importance des drones qui vont jusqu'en territoire russe, la ville de Koursk, que les Russes n'arrivent pas non plus à reprendre. Et tout ça est une manière aussi de déstabiliser la population russe psychologiquement et d'atteindre ce moral. Et effectivement, pour Vladimir regardez Poutine, l'image. c'est un moment compliqué.